besoin, la nécessité d'être consulté avant un projet. Les réseaux sociaux, c'est plus que ce que les gens pensent. Je trouve que c'est de plus en plus facile de rester assis sur son divan puis de chialer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous avouerai, c'est beaucoup plus agréable de vous avoir en direct qu'au téléphone. Mais ce soir, c'est une émission toute spéciale à l'occasion du 25e anniversaire de savoir-faire de Transfert Environnement en matière de projet. Nous allons pouvoir suivre les grandes étapes de Transfert Environnement, mais ça va nous permettre aussi de revoir une notion qui est de plus en plus présente dans nos vies, celle de l'acceptabilité sociale. Et les plus vieux d'entre nous, nous nous rappelons du temps où ce mot n'existait pas. À l'occasion, on disait « pas dans ma cour ». Maintenant, on recevait des projets, ça existait, on les subissait parfois, on s'en plaignait, mais on n'avait rien eu à dire. Jusqu'à ce qu'un événement, je pense, important, qui remonte un peu plus loin que la création de Transfert Environnement, ça remonte à 35 ans cette année, c'est la création du Bureau des audiences publiques en matière environnementale, le fameux BAP. Et je pense que le BAP a vraiment changé les choses. Il y a des gens qui ont bien voulu témoigner de l'évolution de cette notion d'acceptabilité sociale et également nous donner leur point de vue à ce sujet. Et tout de suite, on va les écouter, les entendre. En 25 ans, je pense que ce que les gens ont appris, c'est le besoin, la nécessité d'être consultés avant un projet. Et le fait de ne pas les consulter, c'est pratiquement un gage que le projet ne pourra pas fonctionner. Le conseil que je donnerais aux promoteurs, c'est de ne pas laisser dicter la voie à leur association par les plus dinosaures de leur industrie. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement et des belles initiatives faites par certains promoteurs passent sous silence. Il faut des mouvements sociaux à chaque fois qu'on arrive devant des programmes qui se mettent en place morceau par morceau, projet par projet, alors que c'est conçu, les projets sont conçus dans une vision normalement mal orientée ou mal fondée plutôt, plus générale. Et aujourd'hui, c'est clair, le gaz de schiste a suscité le plus récent mouvement dans les basses terres du Saint-Laurent. Mais le pétrole de schiste, c'est sans arrêt depuis que je suis dans le mouvement que nous sommes devant des intentions gouvernementales, des plans gouvernementaux qui ne sont pas bien conçus ou qui ne sont au moins pas bien présentés pour une écoute de la population et une amélioration en fonction de cette écoute-là. Mais la personne qu'on va accueillir maintenant est loin d'être un dinosaure, même si ça fait pas seulement de temps qu'il rôde dans cet univers, vous le connaissez bien, André Delisle. Bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Alors, André Delisle, vous avez été d'abord, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, j'animais Découverte, vous étiez commentateur scientifique et également environnemental. Dans l'évolution de ça, vous avez contribué à des institutions qui sont quand même passablement importantes. Je pense au Biodôme et la biosphère, mais ça, ce n'était pas celle des Américains là, de l'époque de l'Expo 67. Et puis, la fondation du BAP, vous avez contribué. Vous avez été au BAP et vice-président du BAP. Vous avez été là pendant au moins 7 ans. Et vous avez été désigné, à travers tout ça, là, ça vaut la peine quelques prix de temps en temps. Vous avez été désigné membre du prestigieux Cercle des Phénix en environnement dans les années 90. Et là, je vous apprends une nouvelle, si vous ne le savez déjà, c'est tombé hier soir. Et là, c'est le prix Hubert Demare qui a été remis à André Delisle par Réseau Environnement pour souligner que l'ensemble de votre carrière, M. Delisle, a été dédié à la cause environnementale. Écoutez, on va se permettre de le féliciter. Félicitations, Merci. En effet. Et puis, là, vous avez eu la bosse des affaires, en quelque sorte.
on peut dire ça, avec les 25 ans d'existence de l'entreprise. En 1997, vous avez fait l'acquisition de Transfert Environnement, mais ça avait été créé 10 ans auparavant et ça n'était pas nécessairement ce que c'est devenu au point de départ. Avant de vous entendre sur Transfert Environnement, on va retourner au premier président de Transfert Environnement. Nous l'écoutons. Transfert Environnement a été fondé en 1987. La mission première consistait à favoriser le transfert de nouvelles pratiques, technologies environnementales. C'était vraiment de faire de l'éducation, faire de la formation. Au début des années 90, on a assisté à la mise en œuvre de nouveaux chantiers au Québec. On pense à l'assainissement des friches industrielles, le traitement des eaux usées industrielles, la gestion des matières résiduelles. Donc, on a senti un besoin de mettre en œuvre des nouvelles solutions et avec ça, de passer à la communication environnementale. Puis, graduellement, la notion de communication environnementale a migré vers une gestion sociale des préoccupations, une insertion sociale des projets, parce qu'il y avait réel besoin de favoriser cette démarche-là, cette communication avec la population, avec les parties prenantes. Là, on a vraiment assisté à l'envol de transfert dans les années 96-97 avec cette nouvelle notion-là. 96-97, André Delisle, ça coïncide avec votre arrivée à Transfert Environnement. Comment la société a évolué sur le plan de la participation? À partir presque du point zéro à venir jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre vision des choses? Vous savez, la notion même d'acceptabilité sociale est assez récente. La terminologie qu'on utilise maintenant pour parler des mouvements de citoyens qui veulent participer à l'évaluation et aux décisions sur leur projet, c'est récent. À la fin des années 80, début des années 90, on parlait beaucoup plus du phénomène NIMBY, du phénomène pas dans ma cour. Des fois, on en parlait tout seul dans sa cour, sans ça. Vraiment se regrouper comme on le fait. Voilà. Et à ce moment-là, l'attention portait bien plus sur l'inacceptabilité sociale que l'acceptabilité. La négation. Et on assistait aux manifestations, aux mouvements d'opposition. Mais graduellement, avec l'arrivée de la notion de développement durable qui avait des aspects sociaux, la dimension sociale, ben là, on a donné une connotation positive aux efforts des décideurs, aux efforts des développeurs pour établir une relation avec les communautés où ils œuvrent. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, la création du BAP a été, je disais qu'un point tournant, en quelque sorte, a été un moment déterminant et avec ce qu'on a vécu à suivre le BAP? Définitivement, la création du BAP a été une innovation sociale d'importance. Le Québec, à l'époque, était précurseur. Avant-gardiste, diriez-vous? Avant-gardiste, en créant une institution qui est là pour écouter les citoyens et leur permettre d'intervenir dans les projets qui concernent leur qualité de vie, la qualité de leur environnement. C'était vraiment une première et presque une première mondiale. On ne connaissait pas ça avant. Et c'est sûr que le BAP, à travers ses commissions, à travers ses audiences, a aidé à comprendre cette notion-là d'acceptabilité sociale. Je ne vous demanderai pas de juger là, toutes ces années-là, les 35 ans du BAP. On parle de transfert environnement, mais il y a eu quand même parfois l'impression d'avoir des hauts et des bas. Et est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas seulement le BAP qui a existé, ça a permis quand même la naissance ou l'émergence d'autres moyens? Évidemment, le BAP intervient, on dit toujours en fin de parcours, oui, quand il s'agit de nouveaux projets. C'est pas là que vous voulez intervenir, mais ça, on va en voilà, parler. Et ça conduit divers intervenants, dont nous, à mettre en place des mécanismes non pas réglementés comme celui du BAP, mais des mécanismes volontaires qui sont opérés par les municipalités, les entreprises, les promoteurs de projets, pour consulter les citoyens et leur donner la parole dans ce qui va modifier leur milieu. André Delisle, vous avez pris une décision, c'est-à-dire de faire appel à la relève. Voilà. Ça n'a pas dû être facile. Moi, je cherchais une façon d'assurer la pérennité de mon entreprise et surtout que les valeurs que l'entreprise transporte et les façons de faire continuent de se faire avec les citoyens. Mais là, vous l'avez fait, puis vous avez fait un grand saut. Et ce n'est pas SOT, c'est vraiment SAUT. Vous avez franchi plusieurs décennies pour aller trouver ceux qui allaient vous remplacer.
Et donc, à ce moment-là, ce fut un projet intergénérationnel. Et d'ailleurs, j'invite en studio avec nous actuellement le président de Transfert Environnement, M. Cédric Bourgeois, et le directeur général, M. Alex Kraft. M. Bourgeois, bonjour. Bonsoir, M. Maisonneuve. Bonsoir, oui, c'est vrai. Bonsoir, M. Kraft. Prenez place. Bonsoir. Connaissant André Delisle, il a dû s'assurer que vous partagiez en quelque sorte les mêmes valeurs que vous, parce que quand vous êtes devenu président, M. Bourgeois, vous étiez dans la vingtaine. Tout à fait. C'est en 2007 que vous êtes devenu président. Donc, vous avez conclu ce partenariat d'affaires. Et donc, là, je vais voir s'il a bien fait ses devoirs. Quelle est votre vision de l'acceptabilité sociale en 2013? C'est certain que le concept a évolué beaucoup. Je pense par rapport aux promoteurs, où dans les années 90, au début des années 2000, on considérait les démarches d'insertion sociale, l'acceptabilité sociale, comme une valeur ajoutée au projet, vraiment une façon de se démarquer. Mais on voit depuis 2-3 ans, c'est plus cette réalité-là. On est vraiment rendu dans une réalité où c'est une condition de réalisation des projets. L'acceptabilité sociale, c'est un incontournable. Puis au cœur de la réussite des projets, ce sont des stratégies d'information, de consultation que les promoteurs vont mettre en place. Du côté des citoyens, peut-être vraiment 2 éléments à retenir lorsqu'on parle du concept d'acceptabilité sociale. Le premier, puis on le voit presque à tous les jours aujourd'hui, c'est un peu malheureux, mais c'est la perte de confiance, puis j'irais même jusqu'à dire le bris de confiance. Oui, il faut dire, quand vous avez une commission Charbonneau, à un moment donné, on peut se poser des questions, on peut, avec ce qu'on entend, on peut se permettre d'avoir des doutes. Là, ça ne fait pas référence à vos projets, mais dans la mentalité des gens, il y a cette dimension-là. Et avec raison, les citoyens sont en droit de se poser ces questions-là, mais le bris de confiance par rapport aux institutions démocratiques, je vous dirais, facilite pas le travail que nous, on a à faire par rapport à l'acceptabilité sociale. Deuxième point, je pense qu'il est incontournable aujourd'hui, qui révolutionne le concept d'acceptabilité sociale, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler l'acceptabilité sociale 2.0. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, la capacité des citoyens de s'informer, évidemment, oui, par rapport au projet, mais surtout la capacité des gens, des individus, que ce soit des enjeux locaux, régionaux, nationaux, internationaux, à se mobiliser vraiment de façon instantanée par rapport à ces projets-là. C'est aussi un nouvel espace de dialogue qui est créé avec la nouvelle acceptabilité sociale 2.0. Mais à ce moment-là, est-ce que vous diriez qu'il n'est plus possible de faire des projets qui risquent par contre d'être contestés parce que ça agit sur l'environnement sans tenir compte de l'acceptabilité sociale? Le genre de message là, qu'on peut dire, si on ne tient pas compte de ça, ça risque fort de ne pas marcher. Je vais aller plus loin que ça. Allez-y. Chez nous, chez Transfert Environnement, on est foncièrement convaincus de cette réalité-là. Puis j'irais même jusqu'à dire que maintenant, aujourd'hui, on offre un nouveau service qui est une étude de faisabilité sociale. Comme on fait des études de faisabilité technique, des études de faisabilité économique, aujourd'hui, on fait des études de faisabilité sociale pour déterminer si le projet peut s'intégrer de façon harmonieuse dans les collectivités d'accueil. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Vous avez mentionné 2.0, vous savez, ça me renvoie au carré rouge. Ça me renvoie à ce qui s'est passé dans les pays arabes, où c'était comme une traînée de poudre à travers un événement, le suicide d'un jeune, puis ça a fait basculer des gouvernements. Est-ce que c'est un peu ça que vous nous dites? Une capacité de mobilisation qui est telle aujourd'hui qu'on va se cogner un mur si on n'en tient pas compte? C'est ça, mais il faut vraiment le voir d'une façon complémentaire avec les pratiques et positives. terrain. Et positives, exactement. Bon. Écoutez, il y a un de vos collaborateurs, je pense, qui a quelque chose à nous dire sur le sujet des nouvelles technologies de l'information. Vous y avez fait allusion, mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Les réseaux sociaux, c'est plus que ce que les gens pensent. C'est plus que Facebook, c'est plus que simplement un nouveau canal de communication. C'est un changement de paradigme majeur qui va affecter toutes les organisations humaines, quelles qu'elles soient. Historiquement, en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le citoyen lambda est capable de se mobiliser instantanément, peu importe où il est, peu importe son éducation, avec ou sans raison, à moyen, à court terme, pour ou contre quelque chose. Donc, pour les organisations, ça, c'est un changement majeur. Puis en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle le web social représente une copie carbone de ce que l'humanité pense en temps réel.
Donc aujourd'hui, quand on parle d'acceptabilité sociale, les organisations n'ont pas le choix de s'enraciner avec des technologies du Web 2.0 afin d'entrer en dialogue avec les influenceurs qui font et qui forment le futur de leurs organisations et de leur environnement d'affaires. Faut-il s'inquiéter dans ce qu'on vient de nous dire que l'humanité pourrait peut-être penser en même temps la même chose, alors que votre entreprise soit à l'autre bout du monde, ce qui se passe là sera su ici. Bien, écoutez, c'est une réalité à laquelle on est confronté, où on regarde passer le train, où on monte dans le train. Lorsqu'on est en communication sociale, c'est un incontournable. Alex Kraft, les services de votre entreprise sont très ciblés. Vous voulez répondre à un véritable besoin. Puis là, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours facile parce que parfois, il y a des tensions d'un côté ou il y a des tensions de l'autre. Comment vous parvenez à, je dirais, à réussir le lien entre ce qui peut sembler des opposants? Bien, quand on commence à travailler avec les développeurs de projets, en fait, il y a 4 aspects sur lesquels on se penche vraiment. Le premier, qui a été mentionné brièvement tout à l'heure, c'est de commencer à parler aux gens, pas 2 jours avant le BAP, pas 2 jours avant les décisions. Donc, parler aux gens vraiment en amont, longtemps avant. En amont, avant qu'on arrive au grand rapide. Tout à fait. Oui. Donc, c'est la base. Par la suite, une fois qu'on a amorcé le dialogue, ce qui est très important, c'est que les gens aient accès à l'information. Il faut de la transparence des développeurs de projets, sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas établir ces climats que vous mentionnez favorables à la consultation. Une fois que ça c'est fait, c'est très, très important que le promoteur n'arrive pas avec un projet tout ficelé qui ne veut plus changer rien. Si on arrive avec un projet qui est canné, qui ne peut plus évoluer, il n'y a aucun avantage à consulter la population. Les gens se sentent qu'ils sont inutiles lorsqu'ils se font consulter pour ça. Et tout ça fait en sorte que ça permet de développer entre les populations d'accueil et les développeurs un climat de confiance qui est essentiel. Oui, mais là, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début. J'aurais pu la poser à vos 2 collègues, mais je vous la pose à vous. Est-ce que vous êtes des super PR pour les promoteurs, pour nous faire avaler la pilule? Est-ce que vous êtes entre l'arbre et l'écorce parce qu'il y a quelqu'un qui vous paye? Ce n'est pas les 2 qui vous payent. Vous avez tout à fait raison. Donc, on a un client qui est le payeur, mais on a vraiment 2 clients. Donc, les communautés, pas nécessairement les communautés d'accueil, les populations en général et les développeurs. Et de la façon qu'on s'assure de ça, toutes nos activités chez Transfert Environnement, en fait, on s'appuie sur 4 valeurs qui sont l'excellence dans tout ce qu'on entreprend et l'engagement responsable. Mais en lien avec votre question, les 2 autres valeurs s'adressent à nos 2 clients, qui sont l'intégrité et l'équité dans toutes nos démarches. Et ça, c'est vraiment en respect de nos 2 clients. Là, je vous ai tous les 3, l'ancien président qui est encore dans le décor, le président, le directeur général. Vous n'êtes certainement pas tout seul. Il est peut-être le temps que vous nous parliez de votre équipe. Oui, on a une formidable équipe là, qui doit se cacher dans les catacombes ici, d'une 20aine de professionnels. On a 4 bureaux, donc Montréal, Québec, Sherbrooke et Saguenay. Mais on est actif là, à la grandeur du Québec, avec des mandats également dans les Maritimes et en Ontario. Puis, on a aussi, je dirais, un très beau groupe de têtes grises. On les appelle nos têtes grises, donc nos seniors. J'allais dire, qu'est-ce qui vous reste de quelques têtes grises, là, dans le décor? Il n'y a pas seulement des jeunesses comme vous? Non, bien, vous avez vu un peu plus tôt Mme Marie Beaubien, qui est également associée. Ben là, écoutez, là, venez pas dire que c'est une tête grise, parce que là, j'accepte pas du tout. Là. Non, en fait, c'est pour symboliser leur sagesse qu'on les appelle. L'expérience. C'est pour symboliser la grande expérience. Donc, on a également d'autres collaborateurs. Bon, bien, écoutez, on va en entendre. Je pense d'ailleurs dont Marie Beaubien va nous dire pourquoi elle se retrouve chez vous. On les écoute. C'est arrivé par hasard qu'on a connu donc, les gens de Transfert Environnement, même si eux aussi sont dans ce processus-là d'accompagner les grandes organisations dans des projets. On s'est rencontrés sur d'autres projets où on a travaillé ensemble, comme 2 organisations qui travaillent sur un même projet. Et nous ici, Martel Munger et Associés, bien, le bureau, évidemment, comme on est tous des personnes qui aussi aspirent à une retraite au cours des prochaines années, on a voulu effectivement donc trouver une organisation pour laquelle on pourrait donc faire un transfert aussi de connaissances, laisser un legs si on veut. Donc c'était comme un mariage qui était naturel et
depuis maintenant 1 an, il y a 2 ressources de transfert environnement qui travaillent avec nous dans les bureaux ici. Transfert Environnement m'a approché il y a environ 3 ans pour que je me joigne à leur équipe. En fait, Transfert est en train de se constituer une équipe qui fait place à la relève. Alors, ils ont dit, ben écoute Marie, joins-toi à nous, on va pouvoir profiter de tes expériences, de ton expertise. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, après 30 ans dans le métier, j'ai peut-être des choses à partager. C'est certain que pour moi, c'était hyper important que l'entreprise rejoigne mes valeurs. Et puis, essentiellement, j'en ai 2. Le respect des parties prenantes, des intervenants avec qui on travaille, des clients. Et aussi la reconnaissance de la légitimité des préoccupations, qu'elles viennent des citoyens, des collectivités ou des promoteurs. Pour moi, c'est essentiel. Alors, je suis chez Transfert et je travaille avec une équipe formidable. Elle est chez Transfert et elle fait partie de la relève, a-t-elle dit. Alors, avis au directeur général. Dites-moi, Cédric Bourgeois, quand on fête un quart de siècle, et il y aura demain, il y aura avant le 25e anniversaire et après le 25e. Et habituellement, bien sûr, il y a cette rencontre qu'on a aujourd'hui, mais il y a des gestes que l'on pose. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire ou qu'est-ce que vous voulez faire pour dire, après 25 ans, voici ce que nous sommes? Oui. Vous savez, le titre de l'émission ce soir était l'acceptabilité sociale d'hier à aujourd'hui, mais je vous dirais particulièrement, on a le regard qui est porté vers l'avenir. C'est pour cette raison-là. Je l'espère pour qu'on se retrouve dans 10 ans ou dans 15 ans ensemble. On va être là. Bon. C'est pour ça que ce soir, en marge de l'émission, on a invité nos clients, collaborateurs, partenaires, bien sûr nos professionnels aussi, à venir célébrer ce 25e-là, Transfert Environnement. Oui. Mais surtout c'est de lancer le message que demain, on va être encore là à travailler ensemble pour développer des projets de façon responsable. Mais pas seulement que ça que vous avez fait. Vous avez fait autre chose. Bon. Oui, on a fait là, quelque chose. Changez vos cartes. Vos cartes d'affaires, vous allez devoir reprendre de nouvelles cartes d'affaires. Oui, on a une petite surprise ce soir à faire. On a imaginé une nouvelle signature corporative de l'entreprise pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi répondre aux attentes et aux tendances de demain. Puis, nous avons le grand plaisir de vous présenter la nouvelle signature corporative de Transfert, Environnement et Société. Et Société. Vraiment, 2 éléments à retenir. Je pense que si on voit le logo là, sur la signature. Le premier, c'est les phylactères, les bulles. Les phylactères, les bulles de dialogue. Les bulles de dialogue. Un mot à ne pas utiliser dans une émission de télévision grand public. On me l'avait dit. Donc, les bulles de dialogue qui sont là pour représenter, dans le fond, les espaces de discussion, les espaces de dialogue concrets. On tente de rapprocher les points de vue des gens. On tente aussi d'éviter les collisions puis de trouver des points de jonction entre les attentes des participants et d'aplatir les enjeux. Par rapport au logo, l'autre changement, ce n'est pas un changement esthétique. L'ajout du mot « société » a une signification réelle et profonde. On le voit, il y a une migration des enjeux à thématique environnementale vers des enjeux à thématique sociale. Le savoir-faire, l'expertise de Transfert Environnement peut répondre aujourd'hui à ces besoins-là sociétaux. Alors, Transfert Environnement et Société. Merci, M. Bourgeois. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Mais je veux quand même, avant de terminer, qu'on entende des témoignages de gens qui, c'est la bonne chose, je pense, des gens qui ont vécu l'expérience, que ce soit d'un côté de la clôture, quand il y avait clôture, ou de l'autre, pour qu'il n'y ait plus de clôture, et nous les écoutons. Quand nous, on est arrivé avec le projet du Mont, qui est un projet d'envergure, un projet minier d'envergure,
je savais tout de suite que je voulais travailler avec les gens de transfert, particulièrement avec André, pour vraiment aller chercher le pouls du milieu, vraiment les préoccupations des gens du milieu. La firme de communication, elle, son premier rôle, c'est vraiment un rôle de transparence. C'était vraiment de faire le lien entre les citoyens de Saint-Luc, les gens du conseil, les gens du ministère de l'Environnement et les gens qui s'occupaient du nettoyage. En 2009, la compagnie Stablex a proposé aux riverains de son site à Blainville de former un comité de bon voisinage composé de 8 personnes, dont moi-même. Aujourd'hui, la communication entre Stablex et les riverains est bien établie et Transfert Environnement y a largement participé. Dans le fond, l'insertion des projets dans une communauté, ce n'est pas une stratégie de communication, c'est bien plus que ça. C'est le fondement de même, c'est une philosophie d'opération. Donc, ça met à contribution tous les gens, notre équipe d'ingénierie, nos travailleurs et les gens qui, comme moi, faisons le lien avec la population, de façon à maintenir un dialogue crédible. Travailler en amont, ça nous a permis tout de suite de pouvoir venir bonifier notre projet, par exemple, au niveau du design. Bon, première des choses, au niveau de notre scénario de méthode d'exploitation qu'on a choisi, on a tenu compte du facteur social. On a consulté les gens en termes de localisation de parcs à résidus. On a consulté aussi les gens en termes de localisation de la route. Il y avait 3 scénarios possibles. J'ai décidé de m'impliquer au sein d'un comité citoyen, qui est un comité de liaison et de suivi chez Recyc Éco-Solutions, parce que je trouve que c'est de plus en plus facile de rester assis sur son divan puis de chialer. Mais ça n'a pas d'impact réel. Donc, il faut sortir de chez soi, il faut s'impliquer, il faut faire part de nos craintes, de nos opinions. C'est un échange, en fait, avec l'entreprise. Et puis ça, je pense que ça permet de faire avancer les choses. André Delisle, j'aimerais vous donner un peu le mot de la fin, en quelque sorte. Ce qu'on vient d'entendre, là, tous les gens qui ont participé à des projets peuvent s'interroger sur comment vous avez joué un rôle dans ce dossier-là, que ce soit du côté du promoteur, que ce soit du côté des comités de citoyens. On joue un rôle de tierce partie neutre. On dit bâtir des ponts entre les citoyens et à condition que vos ponts tiennent. Oui, on les entretient aussi de façon préventive et on les répare aux besoins. Vous savez, on intervient beaucoup aussi en situation de crise et de conflit parce que quand un promoteur n'agit pas, comme on disait, au début de son projet, en amont, bien, ça tourne souvent en crise sociale et médiatique. On est là aussi pour les accompagner. Alors, tous les trois, M. Kraft, Bourgeois et Delisle, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cette émission toute spéciale. C'est quand même un quart de siècle qui nous aura permis de mesurer d'hier à aujourd'hui l'acceptabilité sociale avec un espoir pour l'avenir, nous a dit M. Bourgeois. Alors, c'est tout pour cette émission spéciale. Il me reste à peine le temps de vous dire que la réalisation de cette émission a été rendue possible grâce au travail de l'ensemble de l'équipe de professionnels de Transfert Environnement et Société. Bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour voir comment ils ont continué. Au revoir. Bonsoir. Merci.